Bonjour, c'est Sandrine Gauthier. Je vous retrouve pour un nouvel épisode des Rencontres Bien-être, le podcast où l'on présente des activités qui vous veulent du bien. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée et laissez-nous un petit commentaire. Ça nous encourage et ça compte vraiment beaucoup pour nous. Merci et bonne écoute. Et si le yoga n'était pas une histoire de souplesse, mais de transmission ? On associe souvent le yoga à la souplesse, à des corps parfaitement alignés, à des postures impressionnantes sur Instagram. On se dit parfois « je ne suis pas assez souple pour faire du yoga ». Et si on faisait complètement fausse route ? Et si le yoga n'était pas une histoire de performance, mais une histoire de transmission ? Transmission d'un savoir, transmission d'une attention au corps, transmission d'une manière d'habiter le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Alib. Valérie est professeure de yoga en région lyonnaise, formée en Ashtanga avec plus de 500 heures de formation. Elle enseigne depuis plus de 10 ans. Elle est également formatrice dans sa discipline et auteure de 2 livres, Yoganimé et le yoga sur chaise. Donc, ce qui me touche particulièrement dans son parcours, c'est qu'elle a choisi de transmettre le yoga à tous les âges de la vie, aux personnes âgées avec le yoga sur chaise, aux enfants avec le livre Yoganimé, aux adultes à travers une pratique exigeante mais profondément humaine. Avec elle, on va se questionner sur une idée reçue. Est-ce que le yoga est vraiment une affaire de souplesse ou est-ce que c'est avant tout une manière de transmettre quelque chose d'essentiel ? Bonjour Valérie. Bonjour. Et bienvenue sur notre podcast. Alors, j'ai un petit peu décrit tes activités puisque en plus de ça, tu es aussi maman. Oui, aussi, 3 enfants. 3 enfants, ce qui n'est pas rien non plus. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment le yoga est arrivé dans ta vie ? Oui, alors je raconte souvent l'histoire qui fait un peu sourire parce que moi j'habitais au Danemark à l'époque et donc j'étais enceinte de ma première fille, Élise, et j'avais l'objectif d'accoucher donc à la maison parce que le médecin là-bas, il nous demande est-ce que vous voulez accoucher à l'hôpital ou chez vous ? Moi j'ai dit chez moi, il n'y a pas de souci, mais je parlais pas très bien danois encore à l'époque et elle me dit vous voulez faire une préparation à l'accouchement ? Je dis non, moi je veux bien me débrouiller, confiante, et puis quand même à l'approche de l'accouchement, je me suis dit, je vais quand même me renseigner un peu s'il n'y a pas des trucs pour aider un peu à l'accouchement. Et je suis tombée sur un livre, Le yoga pendant la grossesse. Alors, j'ai fait mes exercices, tout bien. C'était bien. Mais vraiment, ça a été pendant le travail de l'accouchement, où j'étais toute seule donc chez moi, que là, j'ai fait les exercices et je fais des postures, j'ai fait des trucs, j'ai bougé le bassin et là, je sentais le bébé qui descendait et j'étais toute seule à la maison et ça descendait. Mon mari qui arrive, je dis mais Seb, il est peut-être temps que t'arrives. le bébé il est en train de sortir. Bon, il n'était pas si en train de sortir que ça, mais après la sage-femme est arrivée et puis voilà, l'accouchement s'est très bien passé. Mais du coup, ça m'a fait découvrir le yoga et donc après, j'ai continué. Et je me suis inscrite dans une salle de sport parce qu'au Danemark, on pouvait faire du sport dans cette salle de sport et on pouvait amener le bébé. Ouais. Donc j'ai dit c'est parfait parce que j'avais quand même 6 mois de congé maternité là-bas. Bien. Je dis je vais là-bas avec mon bébé, je pose le couffin, le cosy, ouais. voilà le cosy et hop on y va. Et puis je fais ces cours de yoga. Mais alors là, j'ai pensé qu'il y avait un problème dans mon corps. Ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, le premier cours d'Ashtanga, je comprenais rien parce qu'il parlait en danois, forcément. Ah oui. Et en sanskrit, puisque quand on enseigne l'Ashtanga, on compte en sanskrit et le nom des postures est en sanskrit. Alors, entre le danois et le sanskrit, autant vous dire que je comprenais pas tout. J'essayais de suivre désespérément. Arrive la fin de la séance et tout le monde se met en équilibre sur la tête. Et là, je regarde et je dis non, mais c'est incroyable ça, j'essaye, pas moyen forcément. Je rentre chez moi un peu contrariée, je dis à mon mari, je dis, tu sais quoi, ils sont tous montés sur la tête. Je dis alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis lui, il se met, il fait, ils ont fait le poirier comme ça. Et mon mari, il fait du judo, et là il le fait. Je dis mais en fait tout le monde sait faire ça sauf moi en fait. Dans ma tête. Donc tout ça pour dire que tu partais de loin. Et je partais de loin. J'ai dit oh là là. Mais même toucher les pieds, même tout était dur. Et j'ai dit mais j'ai des courbatures aussi. On s'en souvient du premier cours d'Ashtanga pendant longtemps. Et j'ai persévéré. La prof était super souple. Elle fait des trucs et tout. Je dis mais c'est incroyable d'avoir un corps comme ça. Ça me plaisait aussi de dire tiens. Et voilà. Et comment le yoga est entré. Puis petit à petit après j'ai pratiqué. Je courais beaucoup aussi à l'époque.
Mais après la naissance d'Élise, j'ai calmé, donc je courais beaucoup moins parce que j'avais fait des marathons avant d'avoir Élise. Bon, je parle de ça maintenant, elle est une autre époque, hein, parce qu'elle a 18 ans là. Oui, effectivement, d'accord. Donc depuis, tu t'es assouplie aussi. Oui, depuis je me suis assouplie, depuis forcément, et depuis j'ai pratiqué, depuis voilà, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de styles de yoga, j'ai essayé plusieurs sortes et voilà. Justement, pourquoi, en fait, ça a été un hasard le Ashtanga oui. ou ça a été un choix? Ah non, tout à fait. Le hasard. Moi, je suis arrivée là, je savais pas s'il y avait marqué yoga, il y avait que ça que j'ai compris dans le mot. J'ai dit tiens, je vais y aller. Et après, quand on est revenu en France, j'ai découvert d'autres styles de yoga. Et là, en fait, je savais pas qu'il y avait plusieurs styles. Ouais. Aussi. C'était à une époque, il y avait moins de réseaux sociaux aussi. Hein. Il y a 18 c'est vrai, ans, moins de communication. Il y avait moins de communication. Donc, je savais pas. Et puis, c'était un peu moins physique, c'était un peu plus doux. Alors, entre mes 2 grossesses de Floriane et Gary, j'ai fait 1 an, parce qu'ils ont 23 mois d'écart, j'ai dû faire 1 an ou 18 mois de Hatha Yoga. Mais à la fin, je me disais, j'aime bien quand même quand il y a un peu de challenge physique, de dynamisme. Et donc, après la naissance de Gary, j'ai découvert, ou ça devait être pour Floriane, j'ai découvert que ça s'appelait Ashtanga Yoga, le yoga que je faisais comme au Danemark. Et du coup, je me suis remise à faire que de l'Ashtanga après la naissance de Gary. D'accord. Et donc, tu as pris des cours pendant combien d'années avant de passer le pas longtemps, et de devenir professeur? Je sais pas, si ça fait 10 ans que j'enseigne, voilà, peut-être 8-9 ans de pratique, avant de te lancer. De me lancer. Pourquoi tu as eu cette envie en fait? Mais je pense que c'est mon fils, moi, qui m'a un peu donné l'envie, parce que quand j'ai eu Gary, je pratiquais pas mal l'Ashtanga, et puis là, ça y était. J'avais dit, j'ai fait 3 enfants, maintenant, il est temps de retrouver une forme physique olympique, parce que je rappelle, je faisais des marathons avant la première. Là, j'ai dit, quand même, oui. 3 enfants, j'ai dit là, je vais retrouver une forme olympique. Et donc, j'ai pratiqué quand même de manière plus assidue. Et Gary était tout le temps là, en fait, tout le temps dans mes pieds, tout le temps. Et c'est vrai qu'il faisait plein de choses avec moi. Et je revois des photos où je le manipule, je le mets, à droite, à gauche, je lui montre les chiens tête en bas, les chiens tête en haut, et on se met en équilibre. Et il faisait tout, et quand même, il était dégourdi physiquement pour son âge. Et même ma soeur, elle me disait, dis donc, bon, après c'est un 3e, les 3e sont en général plus dégourdis quand même. Oui. Ça, je savais pas. Ah si, en général, les 3e, ils vont plus vite. Hein, ils vont plus vite parce qu'ils prennent ils ont deux personnes devant pour tirer. Oui. Et puis Floriane, ils ont 23 mois d'écart, donc Floriane elle montrait le chemin aussi, donc forcément Gary y suivait, mais vraiment ça l'a développé physiquement, et même Floriane, elle en faisait beaucoup aussi avec moi à l'époque, et je me disais mais tous les enfants devraient faire en fait, quand je vois comme ils sont à l'aise avec leur corps, ils n'ont pas peur d'essayer, ils n'ont pas peur de ne pas réussir aussi. Ils font, ça marche pas, peu importe, ils font pour le plaisir de faire. Ils sont dans le corps, ils essayent, quand ça marche pas, ils réessayent, ils jouent avec leur corps, et je trouve ça beau, et je me suis dit je vais enseigner aux enfants. Donc au début, je voulais enseigner qu'aux enfants. Et donc je m'étais mis, comme je travaillais à l'époque dans une société dans les télécoms, je me suis mis à 80%. Et j'enseignais le vendredi aux enfants. Et puis de ci, de là, avec la société, ça se passait un peu moins bien, etc. Bon, j'avais envie de prendre mon envol, de partir, et voilà. Et après, j'ai lâché. Voilà. D'accord. Et donc, tu t'es formée où, en France ? Oui, 2 en France. J'avais 3 enfants en bas âge, hein, quand même. Gary était petit, j'allais pas laisser. J'allais pas partir 4 Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu étais revenue du Danemark. Oui, là, on était revenu en France. On est revenu en France quand Élise, elle devait avoir 2 ans et demi. D'accord. Donc, ok. Donc là, tu te dis, hop, je vais former les enfants. En fait, je vais enseigner aux enfants. Je me suis dit, tiens, je vais enseigner, je vais prendre... j'ai été contactée à la mairie et j'ai donné des cours à l'école pour enseigner aux enfants. Mais c'était un challenge au début quand même, hein, parce que les enfants, ça s'agite. Hein. C'est ça, et il faut les canaliser quand même. Exactement. Ouais. Et là, j'ai essayé plein de choses, et faire des histoires, ça marchait bien. Et voilà, et petit à petit, j'ai peaufiner mon approche avec les enfants. D'accord. Et pour nous parler un petit peu du yoga animé, alors, le support que tu as... Et donc, du coup, j'ai créé ce support-là en discutant aussi avec une maîtresse où ça se présente comme forme d'un kamishibai. Donc, c'est une histoire. Et on a les postures d'un côté avec l'histoire, et les enfants, ils ont le visuel avec une image. Et
pour le Et le fait reproduire. d'avoir le fil de l'histoire, ça les tient concentrés et ça permet de poser aussi entre deux postures. Parce que quand ils sont petits, ça peut être fatigant pour eux quand même des postures. On fait un guerrier, c'est dur, ils se posent. Et ça permet de les garder concentrés. Donc j'ai fait support yoga animé et après j'ai commencé à donner des formations. Je crois que la première, ça devait être avant le Covid, 2019 peut-être. D'accord. Pour Pour former former justement d'autres, des facilitateurs, entre guillemets. Exactement, parce que des professeurs des écoles qui veulent en faire un petit Bien peu de sûr. yoga aux enfants. Et puis des fois, j'ai eu tout. J'ai eu des psychologues qui veulent repasser Ouais. par le corps. Parce que des fois, ça a beau être dans la tête, il faut passer par le corps pour Remettre un petit peu remettre, l'alignement. Ouais. voilà, pour s'aligner, pour comprendre des choses. Des sophrologues, des gens qui sont... On a plein Qui de s'en personnes servent différentes. comme outil, en fait. Voilà, comme outil supplémentaire. Ouais. Ça peut être des ergothérapeutes, des psychomotriciens, j'ai eu aussi des choses comme ça. Ouais. D'accord. Et tu dirais que c'est adapté à partir de quel âge, ce type? Dès qu'ils peuvent, Dès qu'ils peuvent se tenir, marcher. ouais. Alors que moi, en cours, je conseille de les prendre quand même quand ils ont 3 ans. Oui. Parce que 3 ans, ils vont à l'école et les maîtresses d'école, elles font très bien leur travail. Et du coup, les enfants, ils comprennent qu'il y a une maîtresse, qu'il faut écouter, Elles ont fait déjà le travail. Quand c'est un enfant qui a 2 ans, déjà, l'attention, c'est difficile. Alors, si c'est une maîtresse d'école ou quelqu'un en crèche, ça peut, parce qu'elle peut avoir des créneaux de 20 minutes. Ouais. Mais nous, dans un studio, on va pas faire venir les gens pour 20 Ouais. minutes. Non, c'est vrai que c'est pas raisonnable. Donc ça dépend aussi, ou même la psychologue, elle peut faire des tout petits et faire 10 minutes sur sa séance, je sais Oui. pas, qui dure 1 heure Ouais. par exemple, elle peut Ouais, faire, faire 10 minutes. J'ai une amie qui est ergothérapeute, elle sait ce qu'elle fait. Sur une séance d'1 heure d'ergothérapie, elle peut leur faire 10 minutes de yoga. Ouais, c'est bien. 5 minutes avant, 5 minutes après, soit pour les dynamiser, soit pour les calmer en fonction du but recherché. D'accord. Donc elle fait ça en individuel du coup. C'est pas mal. Ils en retirent quoi, les petits? Ils savent dire, en fait, que ça... Ah non. mais oui. Oui. Mais ils savent dire qu'ils respirent, ils savent C'est le nom des vrai. postures, Ah, c'est ils génial. savent faire des choses pour la motricité, pour la coordination, même la confiance en soi En aussi. Ouais, il y a des enfants qui ont l'impression de rien savoir faire, mais en fait, ils savent tout faire. Hein. Ah, Et moi, c'est chouette. et les adolescents que j'ai le mercredi, c'est vraiment ce que j'essaye de leur faire prendre conscience, c'est qu'elles sont capables de tout, en fait. Bien sûr. Ah ouais. Il y en a une fois, elle m'a dit « Ah, mais tu crois que moi, un jour, je saurais faire le grand écart, Valérie ?» Elle avait 11 ans. Je dis, mais bien sûr, mais bien sûr, à 11 ans, tu peux tout faire dans ta vie. Ah ouais. Tu sauras faire le grand écart, il n'y a pas de souci. Et justement, c'est vrai qu'on on associe beaucoup le yoga à la souplesse. Oui. Alors, j'ai cru comprendre que quand tu as démarré, tu n'étais pas si souple que ça. Non, du tout, pas du tout. Donc, fais-nous rêver, dis-nous Mais que ça arrive. Oui, ça arrive. En fait, la souplesse, elle arrive avec la pratique et c'est un peu la cerise sur le gâteau, en fait. Ouais. On vient pour le yoga pour différentes raisons. On a beaucoup de gens qui viennent aussi qui ont mal au dos. Oui. Beaucoup des problèmes de douleur, des problèmes de mobilité articulaire, des choses comme ça. Des gens qui viennent parce qu'ils ne sont pas souples. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et en fait, ça nous apprend plus à être conscient de notre corps, à être présent à nous-mêmes. Et en extra, on a la souplesse qui arrive parce qu'à la force de travailler les postures, la souplesse arrive. Mais il faut bien respirer. C'est toujours le problème aussi, des fois, de ne pas respirer suffisamment. Et c'est ça qui bloque... la détente musculaire, en fait. C'est vrai qu'il y a une association quand même yoga-respiration. Toujours. Hein. Toujours. Hein. Toujours. Et c'est la difficulté qu'on a au départ, souvent. Oui, toujours, ouais. Souvent, c'est respirer en même temps. On se concentre tellement qu'on oublie de respirer. C'est ça. Et puis sur la posture, en fait. Quand on a du mal à la créer, on ne pense pas à respirer non, du tout. Non, enfin, à coordonner, en tout cas. Exactement. Et on ne pense pas à souffler, à relâcher, Ouais. C'est vraiment quelque chose et c'est ça qui nous permet de revenir à nous-mêmes, de savoir est-ce que je respire dans la posture ou pas, ou est-ce que je bloque tout. Oui. Et si je bloque tout, effectivement, la souplesse n'arrive pas non plus. Toi, tu as vu des personnes arriver que tu as suivies pendant un certain temps, qui étaient plutôt en difficulté, on va dire, au niveau de la souplesse et qui... mais plein. Il y a plein d'élèves qui arrivent, qui peuvent pas faire un pont, la tête, elle soulève 0, à pencher, on n'y arrive pas, et puis tout d'un coup, tout arrive, en fait. Tout se débloque. Ouais. Mais il faut la régularité aussi, c'est ça. C'est la régularité qui fait que ça vient. C'est sûr que, des fois, si on vient une fois tous les 15 jours, 3 semaines, ça va pas marcher bien. Non, ça va pas être il faut de la régularité. Alors, toi, tu as choisi comme discipline le Ashtanga. Oui. Pourquoi on entend beaucoup que
l'ashtanga est plus exigeant Oui. que versus le hatha, le yin, Oui, etc. parce que Alors, l'ashtanga, c'est plus exigeant en termes déjà de comptage et de précision des mouvements. Puisque dans l'ashtanga, on associe la respiration avec le mouvement. Et ça veut dire la façon dont on va rentrer dans la posture et la façon dont on va en sortir, qui est comptée. Donc on va rentrer sur 3 respirations, tac, ça veut dire 3 vinyasas, on reste dans la posture et on ressort. Donc c'est compté, donc il faut quand même une rigueur et une attention à soi. Et c'est ça les piliers du yoga. Il y a 8 piliers dans le yoga de Patanjali. Et c'est réussir à coordonner la respiration avec le mouvement pour se concentrer sur le souffle. Donc la concentration, c'est un des piliers du yoga, ouais. qui Mais vaut ça, autant que les asanas. ouais, on se rend vite compte que ça joue. Hein. Voilà. Enfin, c'est important. Donc dans les asanas, donc les asanas, ça veut dire les postures. Donc c'est un pilier. On a la respiration, c'est un pilier. La concentration, c'est un pilier. Le retrait des sens, c'est un pilier. Parce que si on est en train de regarder ce que fait le voisin, ou écouter la musique, ou penser à autre chose, on n'est pas dedans. Donc il faut être vraiment à l'intérieur de soi-même, retrait des sens, et ça arrive dans une méditation, et méditation en mouvement. Où là, on compte, et on sait quand on inspire, on sait quand on expire, on pose. Voilà, et c'est toute la difficulté de l'ashtanga, parce que l'esprit, des fois, il repart. Il s'en va, oui. Il s'en va. Oui. T'étais où là? Oh, je sais plus. Oh, Je sais plus. Oui, c'est ça. Je fais 2 fois exactement. droite. Ouais. Non, mais c'est ça. Et puis, il y a l'exigence aussi des postures, puisque les postures en ashtanga sont quand même plus difficiles. La pratique physique est quand même aussi... D'accord. Elle peut être difficile, mais elle peut être aussi plus adaptée, et on n'est pas obligé de tout faire. C'est ce que je dis, moi, à mes élèves. Je dis, c'est comme un buffet de bonnes choses. On n'est pas obligé de tout manger, même si tout est bon. On n'est pas obligé. Et donc, moi, ils le savent, hein, ils passent ce qu'on appelle des vinyasas, des transitions, ils peuvent en passer, même des postures qui sont difficiles, on les modifie ou on les passe, etc. On les adapte. En tout cas, on ne force pas. Et on les adapte s'il y a des problèmes de genoux, d'épaule, quelque chose. Voilà. Sinon, on est découragé aussi. Et donc, l'idée, c'est pas de se décourager et pas être dans la performance non plus. C'est vraiment trouver cette circulation d'énergie dans le corps. Et la posture, elle n'a pas besoin d'être aboutie pour fonctionner. Ouais. Donc, on a les bienfaits de la posture, même du moment qu'on respire, même si elle n'est pas aboutie à 100% comme sur une photo, elle marchera quand même. Oui. Il faut tenir compte en fait de ces capacités qui vont augmenter au fur et à mesure en fait de la pratique. Mais Exactement. on peut très bien commencer doucement. Exactement. Et s'adapter. Et l'ashtanga sera fait comme ça. Quand on commencera à être à l'aise avec la première série, on passera dans la série intermédiaire. Et quand on sera à l'aise avec la série intermédiaire, il y aura un autre challenge pour être toujours à la limite de sa zone de confort, et toujours entre le confort et la discipline. D'accord. Pour pas se conforter non plus, que ce soit trop facile et qu'on soit là, j'ai rien à faire. Bah oui, non, ça n'a plus d'intérêt en fait. Donc c'est toujours à la limite, et voilà. Oui, c'est un petit peu comme ça que tu transmets cette rigueur, en fait. Voilà aussi, mais oui, c'est ça. Voilà. Puis des fois, les élèves, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables, mais ils sont capables aussi. Ouais. Mais il y a des fois, c'est beaucoup dans la tête aussi. Donc avec aussi la pratique, il peut y avoir des postures qui sont prêtes physiquement, mais qui ne sont pas prêtes mentalement. Et un jour, ça se débloque dans la tête. Moi, je l'ai vu sur moi et je l'ai vu sur des élèves. Ah oui. Ah oui. On croit qu'il nous manque quelque chose, mais non, en fait, il ne nous manque rien. On a la souplesse, on a la force, le corps il est prêt. Il n'y a plus qu'un blocage dans la tête, et tout d'un coup ça débloque. Et Shirsasana, l'équilibre sur la tête, là j'ai un élève justement il y a 15 jours, il l'avait jamais réussi, et là il m'a dit j'ai pas compris, tu m'as dit pose tes coudes, tac tac tac, on marche. Il m'a dit pas ça, lui tout seul. Parce qu'il avait dans sa tête, il avait lâché aussi l'attachement à la réussite forcément. Il a dit bon je la fais, je l'écoute, tac tac, et ça marchait, il était tout content. Il m'a dit, c'est super. Moi, j'ai dit oui. Ouais, tu veux dire qu'on a peut-être des barrières inconscientes en nous, en fait. Ah oui, complètement. D'accord. Complètement. Puis le manque d'assurance aussi, parce que c'est la première fois qu'on fait quelque chose, c'est toujours... Oui, mais même quand ça fait 10 fois qu'on fait, ça fait faire 10 fois qu'on fait, on n'y arrive pas. Et justement, aussi, le fait de faire toujours la même chose, à un moment, on va lâcher, entre parenthèses, l'idée d'attachement à la posture, en disant je la fais tant bien que mal parce qu'elle est là, mais finalement, et puis tout d'un coup elle va passer quand même, parce qu'on aura aussi lâché le fait qu'on n'y arrive pas, ou qu'on veut y arriver à tout prix, ou ça arrive. Donc, voilà, ça arrive. Et c'est ça, et on fait quand même si et ça marche. Est-ce que d'accord, ok,
Ouais, c'est bien parce que j'imagine que l'élève dont tu parlais, il devait être content quand même Ah bah d'avoir oui, réussi. mais oui, mais le Il nombre était, il y a plein voilà. d'élèves qui tout d'un coup, c'est des révélations, hein. C'est des révélations, c'est le corps, on se dit: «Ah mais je pensais pas que j'étais capable, je C'est pensais que ça. c'était foutu, je pensais que j'arriverais jamais». Moi, c'est pareil, combien de fois je me suis dit: «Ah mais moi j'ai une scoliose, j'arriverai jamais à faire des ponts, j'arriverai jamais à faire ça. Quand j'ai fait mes ponts, j'arriverai jamais à descendre en pont. Quand je suis descendue en pont, j'arriverai jamais à remonter debout en pont», Ah ouais. et cetera, et Ouais, ouais, cetera. ouais. Et là maintenant j'arriverai jamais à attraper, mais peut-être qu'un jour si. Mais Mais si! on est toujours dans ça, et c'est là qu'en fait avec la pratique tout arrive, et on se dit, mais effectivement, il faut cette régularité, cette discipline. Puis je crois qu'on s'enlève au fur et à mesure, du coup, la façon dont tu le présentes, ça nous fait sortir des barrières à chaque fois. Oui, En fait, passer des étapes, mais pas uniquement dans la discipline. Pour le coup, je pense que ça peut être valable dans des tas d'activités. ah, mais dans tout, Ouais. parce que du coup, et puis le fait d'apprendre aussi à se concentrer. Alors ça, c'est aussi ce que j'essaye de transmettre aux enfants, de se concentrer sur soi. Parce que des fois, les enfants, ils se précipitent, hein. Oui, Hop, hop, puis, hop, ils veulent faire oui. vite, vite, vite. Et prendre le temps de réfléchir où on est, où sont posées mes mains, où sont posés mes pieds, qu'est-ce que je fais, est-ce que je respire pas. Vraiment se reconnecter et se concentrer. Et après, dans la vie, on peut se concentrer sur ce qu'on a à Ouais. faire aussi, Ouais. et Ouais. on déroule, Ouais. parce qu'on Ouais. est concentré, on n'est pas ailleurs, on n'est pas en train de faire 3 choses à la fois. Et d'où la performance après. Oui, après, Aussi. ça peut découler, Oui. voilà, parce que ça Mhm. arrive. D'accord. Et on parlait des enfants, donc est-ce que les enfants sont comme nous? Parce qu'on sait très bien que nous, on respire mal déjà, Mm, mm. naturellement parlant, souvent. Et est-ce qu'ils sont comme nous? Est-ce qu'ils respirent mal quand tu démarres comme Disons ça qu'ils respirent à l'instinct et ils prennent Oui, pas voilà, c'est conscience, ça. c'est ça. Ils respirent. Donc, des fois, il y a des enfants qui. Alors, des fois, il peut y avoir des enfants qui ont besoin d'apprendre à respirer par le nez aussi. Parce qu'il y a des enfants qui respirent naturellement par la bouche, et ça leur crée aussi des problèmes. Donc, j'essaie de bien leur apprendre à respirer par le nez et de rééduquer, parce que ça, c'est pour les voies ORL, c'est hyper important de respirer par le nez. Ça leur fait sinon des problèmes Végétation. de végétation, voilà, ils sont enrhumés, des choses comme ça. Donc vraiment leur apprendre à respirer par le nez, mais c'est difficile parce que quand ils sont petits, ils ont beaucoup le nez bouché aussi. Donc on essaye C'est vrai. au moins d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, et quand ils peuvent faire les deux par le nez. Et ça aussi, c'est quelque chose, hein, parce qu'ils comprennent aussi que ça les calme. Ouais, ça les apaise. Alors j'ai Ouais. des petites boules, hein, voilà, pour les aider à respirer, Ouais. et ça les apaise, et vraiment ça les aide. Et c'est pareil, je l'ai vu sur mon fils qui, lui, il le fait souvent. Il fait souvent la cohérence cardiaque. Ça, c'est la première chose qu'on devrait apprendre à tous les enfants, la C'est un cohérence basique, cardiaque. Ouais. c'est clair. Et ça, il l'utilise, hein. Et même ma deuxième, malgré maintenant ses réticences liées à l'adolescence, des fois, elle fait quand même. Et quand je lui dis, écoute, fais de la cohérence cardiaque là, parce que tu es trop stressé, il y a trop de choses surtout. Bon, l'adolescence, ils ont beaucoup de choses dans la tête aussi, hein. C'est en plein changement quand même, cette Ah bah oui, période. donc ça peut les aider, et ça l'aide un peu quand elle fait ça. Ouais. Et ça serait pas mal qu'on instaure ça dans les écoles, non? Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il y a des professeurs des écoles qui viennent se former au yoga. Je leur dis former. toujours, faites-leur la cohérence cardiaque aux enfants, qu'ils apprennent la cohérence cardiaque aux enfants. Ouais. Ça changerait beaucoup de choses quand même, Déjà, je pense, dans le grandissement. Enfin, de prendre des bonnes habitudes comme ça serait quelque chose de plus équilibré. Mais quand on est adolescent, c'est pas intéressant, hein, de juste respirer, hein. Ils se trouvent ça ennuyant. Donc, du coup, on leur met des postures. Voilà. On leur met des postures un peu marrantes. L'association parfaite. Des choses un petit peu dures, qui les challenge un petit peu, parce qu'ils aiment bien, qui sont des choses un peu stylées, comme ils me disent des fois. Ça, c'est stylé. Je dis, ouais, ça, c'est stylé, vas-y. Pour les challenger et en même temps les faire respirer. Ah ouais, c'est. Qui trouvent un intérêt, parce que sinon, c'est pas très intéressant quand on est adolescent de dire, tiens, je vais respirer. Ça va être vite ennuyant pour eux. Mais tu crois qu'ils cherchent beaucoup la performance ou pas? Oh, ils aiment bien. Moi, les ados que j'ai, ils aiment bien faire des trucs un peu sympas, des trucs, voilà, qu'elles réussissent, qu'elles, elles aiment bien. Le rapport, ça leur donne aussi. Comment on dit? Les yeux les yeux des autres. Oui, et puis aussi l'image qu'elle-même aussi, c'est pareil, se dire, je suis capable de faire des choses. Ouais, c'est ça.
Et une fois, je leur avais dit, d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'en ai aussi là au studio, elles me font rire. Parce que l'autre fois, je leur ai dit, il y en a une ou deux qui descendent de debout, qui descendent en pot. Et l'autre fois, je leur dis, mais vous savez, déjà, vous êtes exceptionnels de faire ça. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup quand même qui savent faire ça. Elles ont été faire un sondage dans leur elles ont interrogé tout. Elles sont revenues la semaine d'après, elles me disent, je crois que tu avais raison, il n'y a que nous deux qui y arrivons parce que les autres, ils n'y arrivent pas. Je lui dis, tu voyais comme vous êtes exceptionnels. Elles étaient contentes. Non, mais c'est vrai, ça leur donne confiance, mais en fait. Ça c'est clair. Ouais, et puis ils disent, Puis c'est un peu aussi quelque chose, des fois, la pratique qui peut être un peu secret, de savoir ce qu'on fait, mais tout le monde ne le sait pas. Donc, des fois, c'est. Ouais. Enfin, si on n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu une pratique qui est un peu cachée, quelque chose qu'on fait pour soi-même et qui nous fait du bien à nous. Et c'est un peu notre secret aussi. Elles, je pense qu'elles ne le disent pas trop, ce qu'elles font. Ah non Je pense pas qu'elles le disent à l'école, ouais. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Et donc, il y a peu, tu as sorti aussi le yoga sur chaise. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a fait passer, hop, enfant, en fait, adulte parce que c'est pareil, c'est venu un peu comme ça, parce que j'ai une chaîne YouTube. Et donc, j'avais une alternante à l'époque. Et du coup, à un moment, je ne savais plus quoi faire. Parce qu'on publiait souvent, je crois qu'on publiait 2 vidéos par semaine. Et donc, à un moment, je tourne en boucle. Je dis, écoute, là, j'ai plus d'idées. J'ai déjà fait plein de choses. Je dis, je crois que je vais faire du yoga sur chaise. Parce que je donne des cours particuliers à un monsieur qui a plus de 80 ans. Et je dis, écoute, là, je vais faire une vidéo yoga sur chaise. Je dis, sait-on jamais, ça peut intéresser des gens. Cette vidéo, elle marche. En plus, on l'a filmée un peu. C'est pas la plus belle qu'on ait filmée pour la chaîne YouTube, mais on l'a fait comme ça. Elle a marché. Elle a 140 000 vues, je crois. Ma foi. Et du coup, j'en ai sorti d'autres comme ça. Elle marchait avec plein de gens qui me mettaient des commentaires. Ah, c'est super. Merci Valérie. Ça m'aide beaucoup. J'ai des problèmes de genoux, donc ça m'aide, etc., etc. J'ai dit, mais c'est incroyable ça. Alors, du coup, on a fait des vidéos yoga sur chaise. Du coup, YouTube nous a bien montré sur le yoga sur chaise, enfin m'a bien montré, et j'ai été contactée par une éditrice qui me dit, écoutez, on cherche une autrice pour faire un livre de yoga sur chaise, est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui, je peux vous montrer ce que je fais, et du coup j'ai fait le livre yoga sur chaise super simple, parce que je reprends exactement un peu les mêmes principes que l'Ashtanga, sauf qu'on les adapte sur chaise. Donc on peut faire des salutations au soleil sur chaise, on peut faire un guerrier sur chaise, on peut faire plein de postures sur chaise et retrouver de la mobilité, apprendre à respirer, parce qu'aussi c'est pareil, souvent les personnes, quand on arrive à un âge, elles respirent mal, mais après ça peut s'adresser à des gens qui sont en situation de handicap, des blessures, ou des sportifs qui sont blessés, qui peuvent rien faire. J'ai une amie qui est ergothérapeute qui, elle, sa patientèle, c'est des enfants atteints des troubles de l'autisme, et du coup ils ont du mal à gérer l'équilibre et les postures et la respiration. Donc, elle les met sur chaise, comme ça l'équilibre, c'est plus un souci. C'est plus un souci, ouais. Et elle se concentre sur la respiration et sur le mouvement déjà des jambes. Donc, ça s'adresse quand même à un public aussi, yoga sur chaise, large, et pas seulement les seniors, mais ça peut être aussi même pour le bureau, on peut faire des petites choses, juste pour s'étirer, pour se détendre un peu les épaules, des choses comme ça peut déjà servir. Mais c'est vrai que c'est... alors, il y a des gens qui disent que c'est pas du vrai yoga, tu en penses quoi? Moi, j'ai jamais entendu ça. J'aurais jamais entendu, même sur les commentaires, j'ai jamais eu des gens qui se sont comparés, parce que le yoga, finalement, c'est 8 piliers. J'ai parlé de la respiration. La méditation, c'est une pratique de yoga. Les postures, c'est une pratique de yoga. Que ce soit des postures standards ou sur chaise, ça reste des postures qui sont accessibles. Donc après, du moment qu'on met une conscience du corps et qu'on met la respiration... Non, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on parle des personnes âgées, mais... ça peut être des personnes en difficulté de mobilité, elles-mêmes. Ça peut être aussi des personnes qui font des AVC. Exactement. Qui ont des problèmes d'équilibre après. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment beaucoup plus large que les seniors, finalement. Et tu as, alors pour le coup, tu as fait des cours en présentiel de yoga sur chaise? Oui, on a des cours aussi au studio, aussi, on a toutes les semaines. Et on l'a lancé l'année dernière, et il marche bien ce cours, parce qu'on est plein. Ouais. Donc, Et les personnes en réaction sont contentes. On a une dame aussi qui a de la fibromyalgie. Il y a tout en fait dans le public. Elles t'ont dit que ça elles sont plutôt seniors quand même dans la majorité, mais ça leur fait un bien fou. La mobilité articulaire, elles retrouvent des choses, elles peuvent refaire des mouvements qu'elles faisaient pas.
Moi, le monsieur que j'ai, c'est ce qu'il me dit. Il dit avant, je pouvais plus retourner mes cols de chemise. Alors maintenant, il peut retourner ses cols de chemise. Les épaules, c'est trop raide. Et puis garder de la force dans les jambes, de l'équilibre aussi, c'est important. Travailler l'équilibre, la conscience du souffle, de bien respirer, parce que c'est aussi quelque chose. C'est vrai que le souffle, si on le prend pas assez tôt, il faut... Et oui, et quand on avance en âge, des fois, le souffle est court. Donc, c'est des gens qui peuvent s'essouffler vite aussi. Et la prochaine étape, alors, c'est qui ? Là, je sais pas. Là, déjà, on est dans les formations, on a pas mal de formations. Donc, alors après, oui, parce qu'au début, j'ai oublié de le préciser, mais tu es également formatrice de formateurs. Oui, enfin, de professeur. De professeur, oui. On a ouvert la formation de professeur d'Ashtanga l'année dernière, 200 heures. Là, je ferme les professeurs pour enseigner le yoga aux enfants. Et là, on ouvre celle pour le yoga sur chaise. Et puis, on a la 200 heures d'Ashtanga. Donc là, c'est 200 heures en présentiel. Donc, c'est un gros travail quand même. Et un investissement personnel pour les gens qui viennent à la formation, parce qu'il faut quand même aussi une pratique régulière, 200 heures en présentiel, donc ça fait 20 heures. Et puis, il y a... Dans la formation, il y a le yoga, la pratique physique, mais aussi toute la partie philosophique, les respirations, les méditations, les mantras, plein d'autres choses. Méditation aussi. Et oui, la méditation, c'est une pratique de yoga. D'accord. C'est le 7e pilier des 8 piliers. Ouais. Ça fait partie de... C'est autant que les asanas, en fait. Dans les 8 piliers du yoga, il y a yamas, niyamas, donc c'est les règles d'hygiène envers soi-même, les règles de vie, pardon. Les règles de vie envers soi-même, les règles de vie envers les autres. Après, il y a la pratique physique, les postures. Pranayama, donc la respiration. Le retrait des sens, la concentration, la méditation, le 7e pilier. Et 8e, samadhi, la libération. Donc 8 piliers. Donc les asanas, c'est qu'un pilier. Et l'Ashtanga Yoga, ça veut dire le yoga aux 8 piliers, puisque Ashto veut dire 8 piliers. Et donc, dans la pratique Ashtanga Yoga, telle qu'on pratique, définie par Patabi Joyce, on essaye de faire les 8 piliers ensemble. Donc, d'appliquer aussi les règles envers soi-même, donc de non-violence, mais aussi de discipline, de rigueur, d'hygiène, etc., etc. Les asanas, le retrait des sens, la respiration, la méditation en mouvement, tout en même temps. C'est pour ça que ça s'appelle Ashtanga Yoga. Ouais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on voit l'exigence. Oui, c'est un peu plus exigence, parce que c'est pour ça qu'il faut être très concentré sur le comptage, et qu'il y a un comptage en sanskrit associé aux postures. Et voilà. Mais après, on n'est pas obligé de faire tout pour... Voilà, ça c'est la méthode Ashtanga. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et puis après, on progresse. Et Patabi Joy, il disait, il n'y a pas de mauvaise pratique. Il y a juste la pratique. Ouais. Et la pratique, elle peut être 5 minutes, comme elle peut être 1h30, 2 heures. Ça dépend des jours. Toi, personnellement, tu as envie de transmettre quoi à travers cette discipline ? Déjà que les gens se reconnectent à eux-mêmes, parce que je pense qu'on est tous ailleurs que dans nous-mêmes, souvent. Des fois, je prends l'expression « marcher à côté de ses pompes ». Il y a beaucoup de ça, on marche beaucoup à côté de nos pompes. On est dans le mental, on est ailleurs, et on revenir à soi, se recentrer, se trouver que finalement on n'est peut-être pas si mal là où on est, et prendre conscience du corps et prendre soin de son corps, parce que on n'en a qu'un aussi, donc il faut que le corps il aille bien pour que la tête elle aille bien aussi. Souvent, il y a une expression que j'aime bien, je crois que c'est une expression bouddhiste ou d'un moine tibétain qui dit quand on est en bonne santé, on a plein de problèmes. Et quand on est en mauvaise santé, on n'a plus qu'un problème, la retrouver. C'est clair. Donc, c'est ça aussi, c'est de se dire, maintenir une bonne santé, et comme ça, on peut gérer les problèmes du quotidien. Parce qu'après, si on n'a pas la santé, on ne peut plus rien gérer. Non, effectivement, on n'a plus que la santé à gérer. Exactement, on n'a plus qu'un problème, être en bonne santé. Donc, En fait, donc le yoga, pour revenir dans quelque chose de très général, en fait, on peut le rencontrer à différents âges. D'accord. Bien souvent, au jour d'aujourd'hui, on le rencontre sur les réseaux sociaux aussi. Et donc, à ce sujet-là, est-ce que tu penses que ça abîme l'image de la pratique? Je pense pas que ça abîme tant que ça. Après, ça dépend. Après, c'est peut-être l'algorithme d'Instagram qui peut pousser ce qu'il a envie de pousser. Mais il faut bien voir que Krishnamacharya, quand il a donc le Krishnamacharya, c'est le père du yoga moderne, qui a démocratisé le yoga, et donc qui a formé après des grands noms comme Iyengar ou Patabi Joy ou d'autres.
Et il a commencé par faire des démonstrations de yoga dans la rue pour attirer et pour montrer aussi la discipline du corps. Oui, parce qu'à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a Et non, aujourd'hui. et non. Ouais. Et c'est souvent en fait ce qui amène aussi les gens au yoga, et bon, peut-être plus à l'ashtanga, c'est effectivement la pratique physique, parce qu'on est impressionné, on se dit qu'on a envie de faire ça. Et donc on vient pour quelque chose, et ça c'est beau aussi qu'est dans le yoga, parce qu'on vient pour quelque chose et en chemin on trouve autre chose. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui vont venir, par exemple, au yoga parce qu'ils ont mal au dos. Puis tout d'un coup, ils vont trouver quelque chose de beaucoup plus profond que juste gérer mes problèmes de dos. On vient pour, tiens, parce que j'ai envie d'être souple et d'être plus fort et de faire des choses. Puis on va trouver quelque chose de plus profond, où on va se retrouver à soi-même et on va se dire ce qui va nous apaiser. Et voilà. Donc on vient pour quelque chose et on trouve quelque chose d'autre en chemin. Et je trouve ça beau aussi avec le yoga. C'est magnifique. Et ma maman, elle est venue aussi comme ça au yoga. Donc c'est marrant parce que pourtant j'en faisais depuis des années, mais elle était un peu non, mais moi c'est bon, je vais marcher tous les jours. Oui, c'est bien, mais bon, quand même, pour tout le corps, ce serait bien. Et justement, elle avait un petit peu mal à la hanche parce que pareil, elle avance en âge quand même. Ouais. Et ça lui fait beaucoup de bien au dos et à la hanche. Et elle m'a dit quand même, je pensais pas que ça me ferait ça le yoga. Et je pense que ça lui fait bien plus que juste son dos et ses hanches. Je suis assez d'accord, parce que je trouve que c'est une pratique, alors moi c'était une fausse image que j'avais il y a des années de ça. Je trouvais ça trop doux en fait. Oui. Voilà, je vais m'ennuyer, c'est pas... Voilà. Et en fait, on se rend compte que déjà c'est pas si doux que ça, quand on est dans les postures. Oui. Et puis ça dépend quel type de yoga qu'on fait. Voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'on rencontre souvent autre chose avec le yoga. Oui. Et pas uniquement le pourquoi on y est allé. Voilà. Alors évidemment, je pense que tout le monde gagne en... comment dire, physiquement, oui. Oui, alors physiquement, en souplesse, ça se conteste pas. Et même en apaisement. Oui. Parce que ça apprend aussi... Enfin, je pense que le corps doit sûrement se reprogrammer un petit peu dans le équilibre. Ça peut libérer des émotions. Moi, j'ai eu plein d'élèves qui ont tout lâché pendant un cours parce que toutes les tensions émotionnelles, elles sont dans le corps, elles sont pas dans la tête, elles sont dans le corps, ça lâche. Des tensions nerveuses qui relâchent. Et la pratique des fois exigeante de l'ashtanga, on fait 1h30, après on dit c'est bon, il n'y a plus rien qui est grave finalement. C'est ça. On lâche l'affaire, vas-y, prends ma place de parking, il n'y a pas de souci. Oui. On s'énerve plus pour ce genre de choses. On n'a même plus l'énergie pour. On se dit non, on a tout laissé dans la pratique. Et bon, après, moi, c'est ce que j'aime dans l'ashtanga, c'est que l'ashtanga donne aussi énormément d'énergie en retour. Elle maintient, et le fait d'avoir cette circulation dans le corps, il reprend une tonicité, une énergie. Et j'ai aussi une pratiquante qui a commencé il n'y a pas longtemps. Elle a commencé cet été en achetant le programme en ligne. Et je donne des cours en ligne. Et elle, je la vois qu'en ligne. Je ne l'ai jamais vue en présentiel. Donc le vendredi matin, et c'est ce qu'elle m'a dit, elle était vraiment un peu raplapla. Elle a plus de 60 ans, je ne me rappelle plus quel âge elle a. Elle est à la retraite depuis pas très très longtemps, depuis 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Et elle dit qu'elle était vraiment énergétiquement... elle se sentait au bas. Et l'ashtanga, justement, lui redonne un dynamisme, lui redonne une énergie. Elle se sent beaucoup plus forte, beaucoup plus souple. L'énergie de faire autre chose. Donc, peut-être qu'elle est venue aussi pour le côté physique. Et puis, tout d'un coup, cette énergie qui revient dans le corps, ça lui permet d'avoir envie de refaire autre chose ailleurs. Et retrouver le plaisir et l'envie de faire bouger, quelque chose. Quoi. Exactement. Mais je pense que oui, c'est effectivement les secrets cachés du yoga. Exactement, les bénéfices cachés. Parce que là, on les voit, oui, je suis plus souple, je suis plus forte, Bien c'est sympa, je fais la posture, c'est sympa. Mais tout ce qu'il y a derrière, effectivement, c'est plus profond. Je suis assez d'accord. C'est magnifique. Enfin, moi, c'est le yoga, la première fois que j'en ai fait, c'était ça. C'est que je sortais du cours et je trouvais que j'avais plus d'énergie que quand j'étais allée. Quand j'y allais, en fait. J'ai dit, mais c'est magique en fait. C'est magique. Pourtant, c'est pas simple. Mais non, c'est pas simple. Mais pouf. Mais le fait de bien respirer, de faire circuler tout, parce qu'on travaille des choses qu'on n'a pas besoin de travailler. Donc, pas l'habitude de travailler, je veux dire. On va arriver vers la fin de notre entretien, Valérie. Merci Sandrine. Mais je voudrais savoir pour toi vraiment, si tu devais donner une définition personnelle du yoga, tu dirais que c'est quoi ?
Moi, je dirais c'est un outil pour être présent à soi-même. Ramener de la présence à soi-même. Et c'est vraiment ce que je ressens. Alors qu'au tout début, bon, c'était peut-être moins ça. Et maintenant, mais vraiment, dans les postures, je me dis, mais où je suis? Bah, je suis dans mon corps. J'habite où? J'habite là. Je suis là. Ah ouais, Ouais, c'est vraiment de la présence à soi-même. Parce que si on ne sait pas déjà qui on est, où on ne sait rien sur rien. Hein. c'est clair. Donc déjà, on se reconnecte, on sait où on est, on sait où on habite notre corps. Ouais, Donc vraiment de la présence à soi-même, de la conscience du corps. Et puis après, ça nous permet de faire tout ce qu'on a envie de faire dans la vie. c'est clair. Voilà. Et j'avais une prof qui disait aussi, le yoga, c'est fait pour rendre la vie beaucoup plus facile et pas l'inverse. Donc aussi, Oui, malgré l'exigence de l'ashtanga, c'est pour ça que souvent je dis aussi aux élèves, vous en prenez, vous en laissez, vous faites bien ce qui vous convient et par rapport justement à cette conscience de soi, ce qui vous va. Parce que justement, on a cette vérité à l'intérieur et si on est connecté à l'intérieur de soi, on sait ce qui nous va et ce qui nous correspond. Et quand une posture, on peut forcer, quand une posture, on va pas forcer, et quand peut-être c'est trop, peut-être c'est pas assez, etc. Et la justesse, elle n'est pas facile à savoir. Hein. Au début, non. Est-ce que j'y vais trop? Est-ce que j'y vais pas assez? Est-ce que je ouais. suis en dedans? Et des fois, le prof, il est là pour dire non, mais là, tu peux. T'es sûr? Oui, tu peux. Et effectivement, on peut et on croit. Ouais. Et inversement, là, peut-être c'est trop. Ah non, si, c'est trop. Et des fois, on a besoin aussi de quelqu'un d'extérieur pour ça. On a besoin du professeur. Mais, Tu dois le voir par rapport aux gens, non? Ah ça. oui. Ah bah tout le temps. Ouais. Tout le temps. Souvent, je dirais souvent les débutants. Les débutants, ils ont presque le syndrome de tout vouloir bien faire. Parce qu'ils veulent venir et ils veulent montrer qu'ils sont capables. Et surtout en Ashtanga, donc premier cours, ils sont à fond. On leur dit non, mais peut-être pas tous les chaturanga, c'est peut-être pas utile. Non, mais si, je vais faire. Deuxième cours, non, mais j'ai compris. Là, j'ai compris pourquoi tu disais de les passer. J'ai des courbatures pendant 3 jours. Et je vais oui, en faire bien un peu sûr. moins. Bien Eh sûr. ben oui. Ouais. Et c'est pas évident hein, de trouver cette justesse. Et justement, plus on se connaît, plus on arrive à être juste avec soi-même et plus on arrive à savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Oui. Parce que c'est pas facile. Hein. Connaître ses limites, c'est pas simple. Non, connaître ses limites et être honnête avec soi-même, ni trop ni trop peu, trop de discipline et de la non-violence, c'est l'équilibre entre ce que je disais, entre les piliers du yoga, c'est les ahimsa, la non-violence, mais en même temps il nous faut la discipline, donc il faut trouver l'équilibre entre et sans se mentir à soi-même en disant je suis capable, mais en fait je veux pas le faire, donc est-ce que c'est pas juste émotionnel en fait, etc. Ouais. C'est toute une subtilité. Hein. Ouais. Et donc, le yoga, ce n'est pas quoi? Le yoga, ce n'est pas quoi? C'est pas de la performance, c'est pas prouver quelque chose à qui que ce soit. Déjà, c'est personnel. Donc, c'est notre jardin secret un petit peu. Donc, on n'a rien à prouver, on a un corps parfait. On n'est pas obligé de faire des performances pour être dans le yoga. Mais en même temps, on va pas non plus se contenter du peu en disant j'ai fait. Donc, il faut se challenger un petit peu quand même. Mais se challenger, ça peut être juste venir régulièrement en cours. C'est vrai. Il y a des gens, c'est ce que je leur dis, au moins vous êtes là, vous travaillez votre discipline. Moi, vous n'êtes pas obligé d'être à fond quand vous êtes en cours, mais au moins venir. Donc ça aussi, c'est le yoga, c'est ce que je disais à une des filles de Krishnamacharya aussi, c'est la concentration. Donc c'est pas montrer que je sais faire des choses ou non, c'est une rencontre avec soi. On est d'accord. C'est quelque chose avec soi-même, voilà. Ouais. Et c'est un contrat avec soi-même aussi. C'est ça. Et déjà, être vrai avec soi-même, c'est déjà un premier pas, parce que combien de fois on s'inscrit et puis on arrête. Et puis on arrive à se mentir à soi-même en disant non, mais là en fait, nanana, et on se trouve soi-même des excuses. Donc il faut se remettre dedans. Donc ça, c'est l'enseignement de la Bhagavad Gita. Déjà avec soi-même. C'est une forme de discipline et d'exigence envers soi. Exactement. Faire du bien. Voilà. Et on n'en avait pas parlé, mais tu avais mis tout un truc sur la discipline et j'ai trouvé ça bien. Oui, parce que effectivement, je disais que la discipline, effectivement, c'est ce qu'on apprend aussi aux enfants. Si un enfant n'est pas discipliné, par exemple, pour se brosser les dents, il va aller chez le dentiste et va lui dire là, tu as des caries. Et c'est pas le faire une fois de temps en temps qui va éviter les caries. Éviter ça. Donc c'est régulièrement. On va lui apprendre à se coucher, d'être discipliné. Tu te lèves de bonne heure demain matin, tu te couches et t'anticipes. Donc c'est aussi ça, d'avoir cette discipline, c'est quand même aussi de se mettre dans un chemin pour réussir ce qu'on entreprend avec soi-même. Et pour se faire du bien, je trouve. Je veux me lever de bonne heure, mais en même temps je veux me coucher tard, il y a un conflit.
Il y a un truc Il y qui a va conflit, pas. à un moment Ouais, ça va pas ouais, aller, il va falloir faire des choix. ouais, Et c'est ouais. ce qu'on enseigne aux enfants. Et nous, c'est pareil, vrai. je veux être en bonne santé, mais en même temps, je veux pas. Et je veux. Voilà. Donc après, il va y avoir des conflits intérieurs. Donc on va essayer de se réaligner avec le yoga, d'être en accord avec soi-même, savoir ce qu'on veut et mettre en place les choses, la discipline qui va nous faire arriver là où on veut arriver. Et ah oui, c'est ça. Moi, je voulais quand même que les gens sachent comment se passe un cours de yoga avec Valérie. Oui, alors avec moi, ça dépend comment on fait. Parce que donc moi je donne principalement donc l'Ashtanga Yoga ou le cours du samedi matin. On va parler en présentiel. En présentiel, oui. En sachant que tu donnes aussi des cours en ligne. En ligne, oui, à 8h, le vendredi matin. Ouais. Mais en présentiel, donc l'Ashtanga Yoga, on fait la série d'Ashtanga. Donc ça va être les salutations au soleil, posture debout, posture assise, posture avec des ouvertures de cœur, les inversions, on monte sur la tête, on fait les lotus. Il y a beaucoup de choses en Ashtanga, mais on fait pas tout le temps. Enfin, pas toutes les postures assises, pas toutes les postures debout, ça dépend de l'avancée des élèves. Et quand je fais du vinyasa, je peux mettre un petit peu de mobilité dedans pour préparer des postures. Donc il y a toujours un petit peu d'exigence physique. Hein. Moi j'aime bien mettre un petit côté, un petit challenge physique pour, je confirme. pour voir où on va. Et puis de la respiration et voilà, et relaxation. Est-ce que tu crées un programme sur une année ou pas ? Ou est-ce que tu te dis en fonction des saisons ou Non, c'est pas en fonction des saisons, ça va être un peu en fonction des élèves, je dirais, des fois, que j'adapte le cours. Là, samedi dernier, je sais pas ce qu'ils avaient, ils étaient tous en énergie basse, je pense qu'il a fait très froid et donc ça nous a remis un petit coup dans l'hiver. Oui, c'est vrai que la semaine n'a pas donc été... du coup, on avait adapté le cours le samedi matin 9h, j'avais fait beaucoup moins que ce que je pensais parce qu'ils étaient fatigués, donc ça va être plus en fonction un peu du groupe. Et puis, ça peut être aussi en fonction de ce qu'on a travaillé avant, si on a besoin de travailler des élèves, si je vois qu'il y a des besoins. Oui, voilà. Tu t'adaptes à ce moment-là. En fonction du groupe, voilà. Ouais. Voilà. Super. Voilà. Merci Valérie. Merci Sandrine. J'ai passé un super moment. Merci à toi. Et puis, on te retrouve de toute façon sur les réseaux sociaux. Oui. Tout à fait, donc j'ai le compte Instagram Valérie Alib, la chaîne YouTube Valérie Alib, c'est facile. Et puis après le site internet, donc j'ai les deux sites internet, maboutiqueyoga.fr et le Yoga Animé qui est dédié qu'au yoga des enfants, celui-là. Merci beaucoup et on retrouve toutes les coordonnées de toute façon en bas de l'épisode. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour découvrir en avant-première les prochains invités et leurs pratiques bien-être, vous pouvez vous abonner sur notre compte Instagram à l'adresse Les Rencontres Bien-être. À très vite.